Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis interne en médecine vasculaire. Je vais vous faire un topo de néphrologie sur les néphropathies vasculaires et on va ici traiter uniquement des formes rapidement progressives. Dans les néphropathies vasculaires, on s'inquiète de savoir quel type de vaisseau est concerné, donc c'est les artères. Soit c'est une atteinte des vaisseaux des très gros calibres, l'aorte, ou de moyen calibre, l'artère rénale, et ses premières divisions, notamment les artères lobaires, qui vont être destinées au pôle rénal supérieur et inférieur. Et puis les artères de petit calibre, artères arquées, artères interlobulaires, et puis les toutes petites artérioles afférentes qui sont préglomérulaires et qui sont souvent atteintes dans les vascularites nécrosantes à Anca. Donc nous, on va parler surtout de la périartérite noueuse et des infarctus rénales qui vont concerner plutôt les artères de moyen calibre. Et dans les artères de petit calibre, les néphropathies vasculaires aiguës, c'est tout ce qui est microangiopathie thrombotique, la maladie des emboles de cristaux de cholestérol, la néphroangiosclérose maligne, on parle bien de la forme maligne, la néphroangiosclérose bénigne étant une néphropathie vasculaire qui s'installe sur un mode chronique. Les lésions de néphroangiosclérose maligne s'installent de manière aiguë dans des contextes d'hypertension artérielle maligne dont on parlera plus tard. Donc on va commencer par la MAT, le syndrome de microangiopathie thrombotique. C'est quelque chose dont on parle en néphrologie, puisque le rein peut être concerné, mais c'est quelque chose que vous allez voir dans plusieurs autres chapitres. Sa définition est biologique. On pose un diagnostic de MAT avec un hémogramme et un frottis sanguin, puisque c'est une anémie hémolytique mécanique. Il faut donc retrouver une anémie régénérative avec une forte réticulocytose, hémolytique, ça se voit sur l'aptoglobine qui est effondrée, LDH et bilirubine totale augmentée, et mécanique, ça c'est le biologiste qui regarde sur les lames et qui retrouve la présence de schizocytes, donc de globules rouges éclatés. Et sur l'hémogramme, on va également regarder la thrombopénie, le nombre de plaquettes qui diminue puisque les microthrombis qui se forment un peu partout vont consommer les plaquettes. Il y a deux grandes formes cliniques de MAT à connaître. Globalement, pour faire simple, on va séparer celle de l'adulte qui est le PTT, le purpura thrombotique thrombocytopénique, et celle de l'enfant qui est le SHU, le syndrome hémolytique et urémique. Chez l'adulte, on n'en parle pas beaucoup en néphrologie puisque au premier plan, c'est surtout l'atteinte cérébrale qu'on va retrouver, avec un patient confus, voire comateux. La thrombopénie est souvent très très profonde et on a rarement une insuffisance rénale aiguë. Alors que chez l'enfant, au contraire, au premier plan, on a un gamin hyper tendu, en insuffisance rénale aiguë, souvent avec une hématurie. Et quand on a une hématurie dans les néphropathies vasculaires, elle est toujours macroscopique et une protéinurie. Le SHU typique, c'est le SHU post-diarrhéique. Vous savez, quand on est infecté notamment à des bactéries productrices d'entérotoxines, notamment l'Escherichia coli O157. Et donc on parle de SHU typique, on n'a pas besoin de faire de ponction biopsie rénale. Dans les formes atypiques, là, ça peut être plutôt des anomalies du complément, des mutations ou l'acquisition d'auto-anticorps anti-complément. Donc diagnostic sur un hémogramme, les globules rouges, les plaquettes. Et ensuite, les complications, donc notamment regarder s'il n'y a pas d'atteinte rénale. À noter, on a un bilan de coagulation normal dans la MAT, sauf dans certaines formes de MAT, puisqu'on va voir qu'il y a plusieurs étiologies, notamment si on a une insuffisance hépatocellulaire qu'on peut retrouver par exemple dans le HELP syndrome, ça c'est au niveau obstétrique, dans la CIBD, puisqu'on a une consommation des facteurs de la coagulation, et dans le SAPL. Au niveau histologique, mais ça c'est pas vraiment au programme, c'est des lésions typiques de MAT. Le diagnostic se pose sur la PBR, mais jusqu'ici on peut avoir conclu à une MAT sur la biologie. Et c'est une occlusion de la lumière des artérioles ou des petits capillaires, donc de petit calibre, avec parfois un remaniement de paroi, une altération de l'endothélium, parce que c'est des thrombis qui se forment. Et donc les causes qu'on retrouve, donc on a parlé du SHU typique de l'enfant, donc qui est post-diarrhéique. Il faut faire un examen parasitologique des selles, une coproculture et surtout la PCR plutôt pour rechercher le gène de la toxine. Et si on pose le diagnostic, c'est une déclaration obligatoire si l'enfant a moins de 15 ans. Les SHU atypiques dont on a également parlé, problèmes de complément. Le PTT de l'adulte, donc qui donne plutôt des atteintes cérébrales, c'est des problèmes de la protéase du facteur von Willebrand, c'est la dame 13. Mais on peut aussi avoir des syndromes de MAT dans des infections. Au niveau obstétrique, très typique, l'éclampsie et la prééclampsie. Et si on a une atteinte hépatique, en plus, on a ce qu'on appelle le HELP syndrome. Il y a également de la iatrogénie qui peut donner de la MAT, les anticalcineurines qu'on donne en anti-rejet, cyclosporine tacrolimus, mais également la mitomycine C et la gemcitabine qu'on utilise beaucoup moins. L'HTA maligne, on verra plus tard que l'HTA maligne, c'est
quelque chose qui peut donner des complications vasculaires, qui va donner initialement des lésions de néphrangosclérose maligne, mais qui peut aller jusqu'à se compliquer de microthrombie et de ce syndrome de microangiopathie thrombotique. Les cancers et certaines maladies auto-immunes, le lupus, la sclérodermie dans les crises rénales aiguës sclérodermiques et le SAPL. En gros, le traitement, c'est la cause quand il y en a une, donc c'est des critères d'extraction fétale en urgence dans l'éclampsie, l'après-éclampsie. On débute une antibiothérapie évidemment si le patient est septique, on arrête une iatrogénie, etc., etc. Mais surtout, il faut être symptomatique. Donc, le traitement d'une insuffisance rénale aiguë, c'est surtout dans des stades très graves, pré-réanimatoires, avec éventuellement une mise en dialyse dans des contextes d'hypercalémie ou d'acidose très sévère. Et sinon, la première chose à faire, c'est de contrôler la tension. Et on donne dans ce cas plutôt les antihypertenseurs de l'urgence, le rapidil ou la nicardipine à la phase aiguë. À noter juste que la nicardipine, c'est peut-être celui qu'on utilise un petit peu moins parce qu'il est vénotoxique, donc on ne peut pas faire de très grosses doses sur les voies veineuses périphériques. Attention, quand on a des insuffisances rénales aiguës, des fois on a envie de faire des ponctions biopsie rénale. C'est contre-indiqué quand la tension artérielle est mal contrôlée ou quand on a une thrombopénie profonde. Également, on évite de faire des immunoglobulines intraveineuses dans des contextes d'insuffisance rénale aiguë puisqu'elles sont néphrotoxiques. Et n'oubliez pas la déclaration obligatoire du CHU typique post-diarrhéique de l'enfant de moins de 15 ans. On va juste faire un petit point sur la ponction biopsie rénale, ses contre-indications. Donc les hypertensions artérielles non contrôlées, la thrombopénie inférieure à 50 Giga par litre, mais également tout ce qui est à risque de vous faire saigner. Donc des antiagrégants plaquettaires qui n'auraient pas été arrêtés. Vous savez qu'il faut arrêter l'aspirine 5 jours avant un geste à risque, et le clopidogrel 10 jours avant. Et évidemment, on ne peut rien faire sous double antiagrégation plaquettaire. Les bilans de coagulation perturbés, pareil, pas de PBR. Également, les patients qui ont un rein unique, et ça, malheureusement, ça va être une contre-indication définitive. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un risque de néphrectomie de sauvetage si jamais ça saigne beaucoup. Et si on n'a plus qu'un seul rein, ça veut dire mise en dialyse au décours. Et puis également les anomalies anatomiques connues qui peuvent gêner la ponction, les kystes multiples, les reins en fer à cheval, ou encore des anomalies anatomiques suspectées, et on parlera des anévrismes saxiformes dans la périartérite noueuse. Pour ce qui est du traitement symptomatique, vous savez que vous avez des critères de mise en dialyse en urgence, les insuffisances rénales aiguës très sévères, notamment avec des hyperkaliémies très symptomatiques sur le plan cardiaque ou très importantes, les acidoses évoluées également, l'hyperurémie avec des syndromes urémiques majeurs, nausées, vomissements très sévères, des créates au plafond, ou encore l'OAP anurique qui ne répond pas au Lasix, donc la surcharge hydrosodée résistante. Nouvelle néphropathie vasculaire aiguë, la maladie des emboles de cholestérol, pareil, qui intéresse les vaisseaux de petit calibre. Donc là, le diagnostic, c'est sur un faisceau d'arguments. Donc il nous faut quelque chose évocateur sur le plan du terrain du patient, un facteur déclenchant, des signes cliniques et des signes biologiques. Le terrain, c'est le gros patient artériopathe, très athéromateux, avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Le facteur déclenchant, c'est un geste dans les vaisseaux. Pourquoi? Parce que la maladie des emboles de cholestérol, c'est une plaque de cholestérol donc qui intéresse plutôt un gros vaisseau, plaque athéromateuse, qui va être lésée, soit parce qu'on fait un geste endovasculaire, une coronarographie, une artériographie, ou une chirurgie sur les vaisseaux, ou encore qu'on a introduit un traitement anticoagulant. Et ensuite, cette plaque se lèse et c'est alors un petit morceau de la plaque qui va emboliser dans les vaisseaux de tout petit calibre. Les signes cliniques, c'est donc plutôt des atteintes des petits vaisseaux. Et il faut savoir qu'il y a souvent une latence, c'est un peu décalé de quelques jours par rapport au facteur déclenchant. Et ça permet de nous faire la part des choses entre des différentes causes, par exemple d'insuffisance rénale aiguë. Donc les signes cutanés ischémiques, c'est le fameux combo orteil pourpre, livédo, purpura, et orteil pourpre, ça peut aller jusqu'à la gangrène distale. On peut aussi faire de l'ischémie d'à peu près tous les territoires, ischémie mésentérique, AVC, AIT, des troubles visuels, occlusion de l'artère centrale de la rétine. Et souvent, on est dans un contexte d'altération de l'état général. Le patient a également des myalgies sur la souffrance ischémique de ses muscles. Et les signes biologiques, c'est l'insuffisance rénale aiguë, le syndrome inflammatoire, souvent qui va avec son altération de l'état général,
Mais ça c'est moins systématique, le patient peut avoir une hyperéosinophilie et un complément effondré. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué. À l'histologie, donc on préfère pour le coup la biopsier le rein, une fois qu'on a éliminé toutes les contre-indications, parce que si on fait une biopsie cutanée sur du livédo, du purpura, en fait on fait une biopsie en zone ischémique et on a très peu de perspectives de cicatrisation. On peut également proposer un fond d'œil. Le traitement, malheureusement, pareil, il est symptomatique et étiologique. Donc, étiologique, on arrête l'anticoagulant qu'on a éventuellement introduit, on contre-indique le patient à des gestes endovasculaires. Et bien sûr, il va falloir aller contrôler l'hypertension artérielle, gérer les désordres de l'insuffisance rénale aiguë, et puis toutes les mesures pour s'assurer que euh, l'éventuel orteil pourpre, voire la gangrène distale en cours de constitution, n'évolue pas jusqu'à une nécrose importante et ne se surinfecte pas. Donc on fait des pansements, on s'assure que de l'état nutritionnel correct du patient, on les met sous oxygène et on met le pied au chaud avec une botte de coton carné. La néphroangiosclérose maligne, qui est une complication rénale de l'HTA maligne. Donc là, à noter que c'est de la néphropathie vasculaire, mais on peut avoir un tableau glomérulaire puisque la néphropathie peut aller jusqu'à, enfin les lésions de néphroangiosclérose maligne peuvent aller jusqu'à léser les glomérules. Histologiquement, c'est plutôt de la prolifération euh, de la paroi des vaisseaux. Et c'est ça qui va obstruer partiellement la lumière des vaisseaux, contrairement aux microthrombie qui se formaient avec un amas de globules rouges, de plaquettes dans la masse. On peut avoir de la nécrose et des glomérules ischémiques, d'où ensuite la lésion des glomérules. Et on peut avoir en plus de ça des lésions de masse surajoutées. Des fois, comme ça se survient dans un contexte d'HTA maligne, on peut avoir des HTA qui sont d'origine rénale, avec par exemple des glomérulonéphrite chroniques, qui se compliquent d'hypertension artérielle au long cours. Et dans ce cas, on peut retrouver les lésions glomérulonéphriques chroniques. Donc, qu'est-ce que c'est que la néphroangiosclérose maligne? C'est une souffrance rénale, une insuffisance rénale aiguë, qui est secondaire à une hypertension artérielle, qui est chronique. Dans 2 tiers des cas, c'est même une hypertension artérielle essentielle, qui est mal équilibrée par les traitements du patient. Et dans 1 tiers des cas à peu près, c'est une hypertension artérielle secondaire. Vous savez, les hyperaldostéronismes primaires, les problèmes rénovasculaires, les néphropathies chroniques, la sclérodermie. Donc la néphroangiosclérose maligne, c'est vraiment la lésion histologique ischémique au niveau rénal de l'HTA maligne. Mais l'HTA maligne, elle peut donner d'autres lésions ischémiques d'organes, de l'insuffisance ventriculaire gauche et avoir un tableau du coup d'OAP, de l'encéphalopathie hypertensive, une rétinopathie hypertensive avancée avec des stades 3 ou 4 au moins. Et c'est à différencier du coup de la néphroangiosclérose bénigne qui est la complication sur le mode chronique d'une HTA chronique. Donc il n'y a pas d'insuffisance rénale aiguë, il n'y a pas de souffrance autre d'organes ischémiques aigus. On peut avoir effectivement des retentissements cardiaques, mais à type d'HVG sans OAP aigu. On peut avoir de la rétinopathie, mais à des stades 1 et 2. Et surtout, il faut que la diastolique elle reste acceptable, inférieure à 130 mm de mercure. Souvent, dans la néphroangiosclérose bénigne, c'est de l'insuffisance rénale chronique qui s'installe sur le long terme et qui est nue. Il n'y a pas de protéinurie ou alors très faiblement, pas de globules blancs dans les urines, pas d'hématurie, les reins sont symétriques, parfois un tout petit peu plus petits si l'insuffisance rénale est évoluée, mais avec des contours harmonieux et il n'y a pas de sténose des artères rénales. C'est de l'endartérite fibreuse progressive la lésion essentielle. Ça reste quand même quelque chose de sombre, même si on appelle ça bénigne, puisque l'insuffisance rénale chronique évolue souvent sur le versant terminal et c'est une cause de mise en dialyse. Donc l'HTA maligne, la définition, elle est clinique. Il vous faut 2 critères, la diastolique qui est très souvent très très haute, au-dessus de 130 mm de mercure, et une souffrance d'organes cibles. Et on peut avoir aussi dans les semaines précédentes de l'AEG, une déshydratation extracellulaire et un syndrome polyuropolydipstique. Vos organes cibles, c'est le rein, l'œil, le cerveau et le cœur. Donc le rein, il faut faire évidemment la biologie et le prélèvement urinaire. On va demander également fond d'œil, scanner cérébral et une échographie cardiaque. Tous ces examens sont à rechercher, même si on n'a pas cliniquement des atteintes de tout ça. C'est encore aussi à distinguer des urgences hypertensives, où là, pour le coup, c'est d'abord la souffrance d'organes qui est au premier plan, et derrière ça, on aura l'installation de l'hypertension artérielle secondaire. Donc, au premier plan, on a un infarctus du myocarde, une prééclampsie, de l'AVC, une hémorragie sous-arachnoïdienne. Et c'est un patient qui d'habitude n'est pas hypertendu, alors que l'HTA maligne, ça survient dans des contextes d'HTA chronique. L'HTA maligne, juste un peu de physiopathe, c'est un cercle vicieux. Et elle a sa physiopathologie propre. Quand on est hypertendu chronique, on a ce qu'on appelle une natriurèse de pression. Et quand on pisse son sel, on a un feedback tubulo-glomérulaire. La natriurèse étant augmentée, ça envoie un message de perte de sel, donc un message peut-être d'hypovolémie, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, le patient est hypertendu.
Ça active le système rénine-angiotensin-aldostérone qui lui génère un hyperaldostéronisme secondaire qui est à l'origine d'une rétention d'eau, de sel, ce qui majore l'HTA, et également d'une vasoconstriction périphérique, ce qui majore aussi l'HTA. À la biologie, je vous ai dit qu'on pouvait également retrouver un syndrome de Matt. Du coup, tout ça entretient l'hypertension artérielle, donc le traitement c'est de casser le cercle vicieux et donc de titrer en intraveineux des antihypertenseurs. On va également s'assurer de corriger la volémie, surtout si on a de l'OAP, il va falloir l'azilexer le patient, ou au contraire, si le patient est déshydraté, on contre-indiquera les diurétiques et on va hydrater avec du sérum physiologique. Et dans un second temps, également, c'est des patients qui vont être nécessairement mis sous IEC ou sous ARA2 pour contrôler leur tension au long cours. Rapidement, un mot sur la crise rénale aiguë sclérodermique. Donc ça peut toucher les vaisseaux de tout calibre. L'insuffisance rénale aiguë, elle peut être liée à plein de choses. Ça peut être un syndrome de Matt, ça peut être de l'hypertension artérielle maligne sur de la avec des lésions de néphrangiosclérose. Et tout ça, en fait, qu'on va retrouver sur un terrain qui fait penser à de la sclérodermie systémique. Donc une patiente souvent plutôt, de 30-50 ans, qui a un terrain auto-immun et des anticorps antinucléaires, plutôt les ARN polymérase 3 qui sont très liés au risque de crise rénale aiguë sclérodermique, et puis un CREST éventuellement, donc un phénomène de Raynaud avec ulcération digitale. Le C, c'était pour l'hypercalcémie, la calcinose cutanée, l'atteinte œsophagienne, donc un RGO souvent, ou de la dysphagie, une sclérodactylie et des télangiectasies. Et puis au stade évolué, on peut même avoir des fibroses pulmonaires, voire de l'hypertension artérielle pulmonaire qu'on voit au niveau cardiaque. Donc le traitement, pareil, symptomatique, on contrôle absolument les urgences, la tension avec les médicaments de l'urgence, urapidil, nicardipine. Attention, dans la sclérodermie systémique, on ne met pas de corticothérapie, même si c'est une maladie auto-immune, puisque c'est pourvoyeur de crise rénale aiguë sclérodermique. La périartérite noueuse, donc là c'est vraiment la maladie des internistes, puisque c'est une vascularite, donc une angéite nécrosante, qui touche les vaisseaux de moyen calibre, contrairement aux vascularites à Anca. Le diagnostic, il est clinique sur un faisceau d'arguments. Souvent, c'est une maladie auto-immune, une vascularite, donc on a une altération d'état général, arthralgie, myalgie, syndrome inflammatoire. Ça peut même être une cause de fièvre prolongée. Et puis on a les signes plutôt type vascularite, avec les atteintes cutanées, livédo, et les atteintes ischémiques, donc infarctus rénaux, AVC ischémique, artérite des membres inférieurs. Et puis vraiment dans la panne, un petit peu plus spécifique, mais qui sont quand même des complications ischémiques, on peut avoir vraiment des atteintes digestives, douleurs abdominales, voire hémorragie digestive, perforation appendicite, pancréatique. Des atteintes neurologiques avec notamment des paralysies des nerfs périphériques, initiatique du poplité externe très typique, une orchite. Et dans les signes cutanés, on retrouve souvent des nodules dermiques inflammatoires. Donc ça ne touche pas les vaisseaux de petit calibre, contrairement aux vascularites en cas, on n'a donc pas de purpurin. L'origine, elle est immunologique, mais on n'a pas réussi à identifier de cause, à part l'hépatite B, puisque à l'époque, quand il n'y avait pas encore la vaccination, on se rendait compte que 90% quasiment des pannes étaient associées à une infection VHB. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. On a des pannes sans VHB. Plus rarement, on peut retrouver du VIH ou du parvo B19. L'aspect histologique, je vous le passe, vous pourrez regarder, c'est pas au programme. Donc attention, on ne biopsie pas une suspicion de panne. Pourquoi? Parce que pour le coup, là, au niveau histologique, c'est important à savoir, on peut avoir des anévrismes saxiformes qui sont artériels et qui sont intraparenchymateux, donc on n'a aucun moyen de les repérer correctement. Par contre, ils sont très à risque d'être sur le trajet de la biopsie rénale. L'infarctus rénal, vaisseau de tout calibre, est deux grandes causes à connaître. Soit une occlusion aiguë de l'artère sur des problèmes de sa paroi, soit un thrombus sur l'artère. Le thrombus, il peut être soit d'origine embolique, d'origine cardio-embolique par exemple, ou alors ça peut être du thrombus in situ. Les anomalies parois, c'est essentiellement les dissections. Soit c'est de la dissection aortique qui s'étend jusqu'aux artères rénales, donc de la type A ou de la type B. La différence entre type A et type B, c'est que dans la type A, on a également une atteinte de l'aorte ascendante, avec du coup un haut risque d'AVC. Mais dans le type B, c'est juste qu'on n'a pas de risque d'atteinte des troncs de l'aorte ascendante. Par contre, les deux peuvent s'étendre aux artères rénales. Et ça peut être de la dissection périphérique d'emblée, souvent dans des contextes de maladies du tissu élastique, les maladies de Marfan, les lers dans l'os, ou une paroi qui est fragilisée par autre chose, de l'inflammation dans une vascularite, un anévrisme chez un patient très athéromateux, ou encore on peut avoir des dissections traumatiques. Pour les causes emboliques, vous connaissez bien sûr l'AFA et les emboles sur les valves mécaniques, c'est pour ça qu'on les anticoagule bien par antivitamine K, et également les végétations mitrales dans les endocardites infectieuses qui embolisent beaucoup. Et puis on peut avoir des thrombus qui se forment au niveau veineux avec des communications qui persistent
entre les cavités droites et les cavités gauches et qui, au lieu de donner de l'embolie pulmonaire à la migration, vont donner de l'embolie paradoxale et des thromboses du coup artérielles. C'est ce qu'on appelle l'embolie paradoxale dans des contextes de thrombophilie. Les thrombus in situ, ça peut être de la thrombophilie constitutionnelle, donc on connaissait toutes ces anomalies génétiques, et de la thrombophilie acquise, au premier rang duquel vous avez le SAPL, mais également les cancers, et notamment les syndromes myéloprolifératifs au niveau hémato. Donc le diagnostic, c'est de l'imagerie, hein, évidemment. Ça peut être du dépistage par Doppler, mais c'est essentiellement l'imagerie de coupe injectée. C'est un tableau vraiment brutal, très douloureux. Toujours, il y a toujours une douleur, puisque que ce soit de la dissection ou de la thrombose, quand il y a un infarctus, il y a de l'ischémie, donc ça fait mal, comme un infarctus du myocarde. Donc là, c'est de la douleur plutôt lombaire, parfois un petit peu moins systématisée, ça peut être de la douleur abdominale. On a souvent une hématurie macroscopique totale. Le patient est très hypertendu, il peut avoir de la fièvre, faire un syndrome inflammatoire, voire arrêter de pisser si on a une occlusion bilatérale ou qu'il avait un rein unique. Les LDH sont très augmentés, la créate aussi. Donc le traitement, c'est un peu en discussion, donc je vais aller vite parce que c'est pas vraiment au programme. Globalement, retenez que c'est plutôt médicamenteux quand on a une anomalie de paroi parce qu'on n'a pas très envie d'aller mettre un stent dans une paroi fragilisée par quoi que ce soit. Donc on contrôle bien la tension. Souvent, on met des bêta-bloquants pour éviter les à-coups tensionnels. Et on anticoagule pendant 3 mois le temps que la paroi cicatrise. Par contre, si c'est du vrai thrombus, là, il faut anticoaguler. Selon le Schatzbaski, c'est de la fibrillation atriale, plus ou moins prolongée selon la documentation d'une thrombophilie. Voilà, j'espère que tout était clair. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.